On va parler des dettes pour les générations futures. Okay? La première chose qu'on doit mettre en place, la première chose qu'on doit comprendre, c'est comment fonctionne l'endettement d'un pays, puis comment fonctionne la création monétaire. C'est un petit peu technique, là, fait que écoutez bien. OK? La façon que le Canada a utilisée pour financer les programmes de la pandémie, c'est qu'il a demandé à la Banque du Canada d'imprimer de la nouvelle argent. OK? Et ça, c'est inscrit comme étant une dette de l'État envers sa banque centrale. OK? Essentiellement, c'est ça, il faut faire simple. Donc, le Canada, il y a une banque du Canada, qui est la banque centrale du pays, qui est un organe de l'État, en fait. Et le gouvernement dit à cet organe de l'État-là, je vais te demander d'imprimer de la monnaie et moi, je te dois de l'argent. Essentiellement, on dit à la Banque du Canada, imprime de nouvel argent, donne ça au ménage. OK? Et les programmes au total du gouvernement ont coûté en 2020 environ 380 milliards. Est-ce que c'est 400 milliards? Est-ce que ça va être 420 milliards? C'est pas clair, là, mais on est autour de ces montants-là. OK? Donc, disons 400 milliards. OK? Camomille. Quand un gouvernement se met à s'endetter comme ça, normalement, ça fait peur au marché financier parce que la valeur de l'argent canadienne est reliée à la confiance qu'ont les investisseurs en cette monnaie-là sur les marchés financiers. Et c'est là où est-ce que je vous parle que c'est ma spécialisation. Moi, j'ai fait des cours de finance internationale. Je ne suis pas en train de parler à travers de mon chapeau. OK? Donc, on appelle ça des cambistes. C'est des gens qui achètent et revendent de la monnaie. OK? Ces gens-là regardent les taux d'endettement des pays puis ils se disent « Oh, cette monnaie-là me fait peur, je vais la vendre. Et là, ça fait déprécier ou augmenter la valeur de la monnaie. Je vais la vendre, je vais l'acheter en fonction des taux d'endettement puis un ensemble d'indicateurs spéculatifs. C'est pas important ici. OK? Et là, c'est vrai que si on était dans une situation normale et que le Canada s'était endetté en un an de 400 milliards de dollars, sur les marchés, ce serait la débandade, puis on assisterait à une forte inflation au Canada parce qu'il y aurait une dévaluation de la monnaie. OK? Parce que le Canada se met à imprimer de la nouvelle argent. Donc, ça fait peur au marché, puis bon, il y a plus d'argent disponible, ça crée de l'inflation. Sauf qu'on est dans une situation un peu particulière. C'est que la pandémie, elle est internationale, elle est globale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les pays occidentaux, surtout les pays occidentaux, parce qu'on a les moyens de le faire, là, se sont endettés massivement. Le Canada n'est pas tout seul. Oui, le Canada a peut-être été un petit peu plus généreux que d'autres pays dans ses programmes de pandémie. Par contre, je vais vous donner l'exemple de la France ou de l'Allemagne, les programmes sociaux, les programmes de chômage, normalement, sont déjà plus généreux que ceux qu'on a au Canada. Donc, oui, en comparaison, ça semble plus élevé, sauf que l'Allemagne partait de moins loin. Mais même à ça, regardez en France. 250 milliards d'euros. Ça, c'est 388 milliards de dollars canadiens. Au Royaume-Uni, 394 milliards de livres sterling. Ça, c'est 691 milliards de dollars canadiens. Allemagne, 218 milliards d'euros. Ils sont 80 millions d'habitants, donc 3 fois plus de population. C'est eux qui ont eu, comme je vous dirais, le moins grosse, probablement une des qui ont investi le moins, ça a coûté le moins cher. Mais le pire, là, en avant de tout le monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis, pour le déficit, le déficit qui est prévu en 2020, c'est 3 700 milliards de dollars US. Ça, c'est 4 750 milliards de dollars canadiens. C'est énorme, OK? C'est plus que nous-mêmes en proportion de la population. Ça, juste le fait que tous ces pays-là se sont endettés fait en sorte que sur les marchés, le monde dit ouais, ben, c'est une crise c'est une crise sanitaire, puis tout le monde a passe par la même chose, puis on continue de regarder ce qui se passe. T'sais. Le Canada n'est pas dans une pire situation que les autres pays. Puis là où est-ce que je vais peut-être vous surprendre, c'est qu'en fait, le Canada est dans une meilleure posture que tous les pays du G7. OK? Parce que la façon dont on calcule la dette,
comment que les investisseurs calculent la dette, c'est pas en dollars, c'est par un indicateur qu'on appelle le ratio dette PIB. Okay? Le ratio dette PIB, ça, essentiellement, c'est d'essayer de regarder c'est quoi ta production économique sur ton territoire dans une année, puis on regarde c'est quoi ton taux d'endettement, puis on fait un ratio avec ça. Okay? Donc, j'ai fait un petit tableau pour montrer ça. Là. La France, en début de pandémie, donc en 2019, ils avaient un ratio d'endettement de 98%. Puis en 2020, on prévoit que ce ratio-là va être rendu à 117%. Royaume-Uni, eux, ils ont commencé en 2019 avec un ratio d'endettement de 85%, puis on prévoit que le ratio dette PIB en 2020, à la fin de 2020, sera de 101%. Puis les champions, OK, du ratio dette PIB, c'est l'Allemagne, qui ont commencé, avant la pandémie, ils étaient à 60% de ratio, et là, ils sont rendus à 77%. OK? Pour vous donner une idée, quand ça passe 100%, on commence à s'inquiéter sur la capacité de l'État à payer, à gérer sa dette. C'est pas important de la payer, c'est important de la gérer. Okay? Aux États-Unis, le ratio dette PIB est de 107%. Ça dépasse 100%. C'est énorme, mais comme les États-Unis sont la monnaie de référence dans l'ensemble du monde actuellement, c'est la monnaie de référence sur la planète, c'est pas encore inquiétant leur situation. Contrairement à ce que certains aimeraient vous faire croire, ça reste la première puissance économique mondiale. Puis le Canada là-dedans. Mais le Canada, il a commencé la pandémie avec la meilleure gestion de la dette de l'ensemble des pays du G7, c'est-à-dire 33%. Son ratio de dette PIB est à 33%. Et on prévoit qu'à la fin de la pandémie, si les choses vont bien, ça devrait osciller autour de 49%. Malgré le fait qu'on ait massivement investi pour contrer les effets pervers de la pandémie, ben on reste les champions en termes de ratio dette PIB. Moi, jusqu'à date, je vois pas trop de problème. Oui, ça a augmenté, mais le fait qu'on avait un ratio dette PIB aussi bas fait en sorte qu'on pouvait se permettre ce genre de politique-là. Fait qu'on s'en sort bien. Maintenant, c'est important, par exemple. Il va y avoir probablement des négociations financières après la pandémie. Les gens parlent du Great Reset. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. C'est vrai que ça existe, ce discours-là, du Great Reset, mais c'est pas comme une remise à zéro de l'ensemble de votre existence. C'est en fait des politiques économiques d'assouplissement des dettes des pays émergents, puis de repenser la façon dont on gère les dettes des pays. Il y a des révolutions comme cela à peu près aux 40 ans. Là. Il y a eu Bretton Woods. Bretton Woods, ça c'était après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Les accords de Bretton Woods, ils ont été structurants pendant longtemps. Ensuite, il y a eu crise pétrolière. Il y a eu d'autres ajustements quand les États-Unis ont abandonné la convertibilité de l'or, du dollar et de l'or. Hein. Vous lirez là-dessus. Je sais pas. Faites-vous-en pas avec ça. Alors voilà, c'était le topo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça.